Bonjour tout le monde, nous sommes dans les loges du Théâtre des Bains-Douches dans le cadre du festival Déviation, consacré aux nouvelles formes du spectacle vivant, ces formes qui déplacent les lignes, interrogent nos habitudes de spectateurs et renouvellent notre manière de raconter le monde. Aujourd'hui, nous parlons de Virage, la nouvelle création de la compagnie Stadios, une pièce écrite par Juliette Fribourg et Shan Haddad, inspirée par un événement qui a marqué l'histoire du sport mondial, la mort du pilote Ayrton Senna en 1994, ici transposée au féminin à travers la figure fictive d'Ivy Queen. Dans Virage, une jeune journaliste, recluse dans sa chambre d'adolescente, regarde en boucle les dernières secondes de vie d'une légende de la Formule 1. Elle enquête, elle questionne, elle dissèque la machine médiatique et sportive. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ces autrices, Juliette Fribourg et Shan Haddad. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Virage prend appui, je l'ai dit, sur la mort d'Ayrton Senna en 1994. À quel moment cet événement est-il devenu matière théâtrale pour vous ? Au départ, on voulait écrire sur la Formule 1. C'était notre volonté. Au début, notre premier spectacle, c'était sur le tennis. Donc, notre processus vraiment d'écriture, c'est toujours de partir d'un événement sportif pour aller chercher une fiction de théâtre. Donc, petit à petit, dans le spectacle, le sport devient comme vraiment une toile de fond et on s'intéresse à d'autres sujets. Et donc là, on voulait s'intéresser à la Formule 1 en creusant sur le monde de la Formule 1. C'est l'époque en fait, des années 90 avec l'arrivée de la télémétrie, des nouvelles technologies qui sont venues vraiment bouleverser le sport et en même temps parler aussi d'une époque. Donc c'est ça qui nous a intéressés. Et en creusant sur la Formule 1 des années 90, ce qui est ressorti vraiment très nettement, c'est le 1er mai 1994, la mort d'Ayrton Senna. Et on a enquêté, on a mené des interviews avec différents acteurs et actrices de cette époque-là, dans cet univers-là. Et la mort d'Ayrton Senna, c'était vraiment ce qui nous paraissait contenir le plus d'émotions. Vraiment, et donc c'est là qu'on a décidé de centrer notre écriture autour de cet événement-là. Donc dans un objectif de recherche d'émotion à tout prix ? C'est-à-dire que l'émotion, elle est intrinsèque à cet événement parce qu'il a été spectaculaire. Ayrton Senna, on l'a vu mourir en direct sur toutes les chaînes du monde qui étaient en train de filmer cet événement. Donc l'émotion, elle est déjà présente, elle a fait couler énormément d'encre. Les médias continuent d'en parler. On fête l'anniversaire de la mort d'Ayrton Senna comme un événement majeur de la Formule 1, à la fois pour ce que l'accident a pu permettre derrière en termes de sécurité, mais aussi pour la percée que ça a créé dans ce sport-là. Non, les humains ne sont pas invincibles. Donc que nous, on veuille trouver l'émotion ou pas, elle est déjà, elle nous préexistait. Et c'est ce qui a été intéressant dans cet événement. Est-ce que vous diriez que c'est d'abord un choc historique, une image d'archive ou une question politique qui vous intéressait ? Un peu des trois sûrement, mais l'image d'archive, je pense que ça a été vraiment fondamental dans l'écriture, puisqu'on est vraiment parti de cette cassette TF1 du 1er mai 94 et on a retranscrit certains moments, même des commentateurs qui ont vécu cette mort en direct et qui devaient malgré tout tenir l'audience, combler en fait le choc. Et c'est vraiment un texte extraordinaire qui leur est sorti de la bouche à ce moment-là. Et donc je pense que l'image d'archives, quand on est allé se renseigner, quand on est allé enquêter sur la mort d'Ayrton Senna, c'est ça qui a vraiment motivé, je pense, tout le texte. Et les premières scènes qu'on a écrites, c'est vraiment les moments de direct qu'on a retranscrits pour la pièce. Et pourquoi avoir choisi de transposer cette figure au féminin à travers Ivy Queen ? La Formule 1, c'est évidemment pour deux autrices jeunes femmes que nous sommes un peu problématique dans le sens où c'est quand même le monde des hommes, c'est des pilotes hommes, des sponsors hommes, c'est aussi une aberration écologique. Donc aujourd'hui, nous, si on voulait écrire sur la Formule 1, on ne pouvait pas non plus se passer complètement de ces questions-là. Et en même temps, on n'avait pas envie de parler avec Shan de la première femme qui aurait piloté par exemple en Formule 1, et on avait envie de parler d'un autre sujet. Et donc c'est comme si on s'était fait un peu un cadeau à l'écriture en imaginant en fait que c'était un monde de femmes et d'hommes, la Formule 1. Et c'est là qu'est né notre personnage, notre pilote femme, Ivy Queen. Et en assumant que ça, dans notre pièce de théâtre, dans notre fiction, ce monde-là puisse aussi appartenir aux femmes, et en fait on n'a pas traité directement ces questions-là et on a pu s'intéresser à écrire d'autres choses, donc notamment l'aspect tout technique de la Formule 1, du sport automobile qui nous passionnait. Je pourrais juste rajouter qu'au même titre que beaucoup de milieux masculins ne se posent pas la question de pourquoi il n'y a pas de femmes dans leur monde, nous on s'est dit qu'on n'allait pas se poser la question de pourquoi ce serait une femme au plateau. On voulait juste que ça soit un monde avec des femmes, sans avoir à répondre à des... On n'a pas besoin d'avoir un fond, notre fiction c'est avec une femme.
Et comment s'est construite l'écriture entre vous deux ? Il y avait une alternance des voix, une réécriture croisée, des discussions conceptuelles en amont ? Alors l'écriture, il y a un aspect technique qui est très important, qui pourrait paraître anecdotique mais qui ne l'est pas. Juliette et moi, on a un drive partagé. C'est-à-dire qu'on a un document qu'on partage en continu, il est connecté à Internet et on voit quand est-ce qu'on intervient sur ce document qui, a fortiori, devient notre texte. Donc quand on écrit, on est en perpétuelle, non pas discussion, mais écriture commune. Ce qui est très intéressant. Si on n'avait pas cet outil drive, on pourrait pas, je pense qu'on pourrait pas travailler de la même manière. Donc d'abord, on a ce document et puis à côté de ça, on fait des rendez-vous ponctuels, beaucoup plus longs, qui peuvent durer plusieurs heures ou plusieurs jours, où on récapitule. On fait le point, on récupère notre texte, on le met à plat, on voit quels sont les points forts, quels sont les points faibles, et on voit surtout quelles sont nos identités d'écriture pour pouvoir ensuite les mêler. Bah du coup, ça m'intrigue, cette histoire de drive. En quoi ça consiste exactement ? Chacune écrivait un dialogue après l'autre Une fois qu'on avait ciblé notre sujet, donc la mort d'Ayrton Senna le 1er mai 1994, l'une et l'autre, on a imaginé des scènes, donc là, vraiment de manière individuelle, en écrivant toutes les voix chacune. Et puis en lisant, ensuite, en deuxième étape, c'était de lire ce que l'autre avait fait et de voir comment ça pouvait aussi nous inspirer pour rebondir sur d'autres scènes. Et petit à petit, créer en fait un scénario avec un début, un milieu, une fin, de voir un peu quelle histoire on allait raconter. Très vite, c'est dessiné le personnage de la journaliste et donc c'était à travers ses yeux qu'on allait raconter cette histoire. Et puis après on repasse sur les scènes et là on est à deux, c'est les rendez-vous dont Sian parlait, et là pour le coup on va ensemble évaluer un petit peu chacune des répliques, voir comment elles pourraient être tournées différemment, et là on fait vraiment de la réécriture vraiment à deux sur la manière dont parlent les personnages. Mais en tout cas le premier jet de scène, on est chacune sans se concerter, et c'est après qu'on voit dans quel imaginaire est parti l'autre, et forcément ça nourrit le sien. Sian, tu as écrit 2 romans. Comment est-ce que ton écriture, elle est traduite dans le spectacle ? C'est une très bonne question que je me pose souvent, parce que mon rapport au théâtre, pour l'instant, il a été seulement, entre guillemets seulement, parce que c'est pas quelque chose de réducteur, mais je suis passée par des commandes. On m'a fait des commandes, on m'a proposé d'écrire sur des sujets. Donc 2 avec Juliette et une autre pièce avec une metteuse en scène qui s'appelle Louise Herrero, qui joue dans le spectacle. Et prochainement, encore une autre commande d'écriture sur un sujet. Et donc on me propose des sujets que je dois m'approprier et en même temps répondre à un certain cahier des charges qui est le cahier des charges artistique inconscient de la personne qui me demande. Donc pour moi c'est passionnant parce que c'est à la fois un exercice d'écriture très dur et à la fois un exercice demande de la contrainte, et la contrainte ouvre des portes d'écriture. Donc moi ce que je sens en ce moment, c'est que ce que j'essaye d'imaginer pour les textes que j'écris pour le théâtre ouvre d'infimes possibilités dans mon écriture romanesque, notamment dans le rapport à la parole orale. Et je sens que mes romans vont vers une parole de plus en plus orale, elle prend de plus en plus de place sur une parole narrative, omnisciente, détachée des personnages. C'est les personnages qui parlent beaucoup plus que l'inverse, que une voix narrative. Donc j'ai l'impression que ça agit à cet endroit. Après, ça m'est encore pas très clair. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en travail entre les 2 univers, et les choses s'imbriquent et se mêlent et se démêlent aussi parfois, tout doucement. Je suis en train de découvrir ma propre identité d'écriture. Et donc tu dirais que l'écriture de ce spectacle, c'est en train de profondément changer ta manière d'écrire des romans ? Je pense que oui, notamment, là, la grande particularité sur Virage, c'est le rapport à l'image d'archive, comme a dit Juliette. J'ai découvert un monde d'écriture qui était vraiment de prendre une archive en tant que telle, de la retranscrire, ce qui est un travail très artisanal parce qu'on le fait à la main. Le temps que ça demande, ça construit quelque chose en nous dans l'écriture. Une voix, un rapport au rythme, à la structure. Et cette archive-là, ce rapport à l'archive, ce rapport au documentaire, et en même temps prendre le documentaire pour en faire une fiction ou mêler le documentaire à la fiction et inversement, ça, je pense que ça bouge quelque chose. Et je ne sais pas encore quoi. Mais je sens que ça le fait. Et toi, Juliette, en tant que metteuse en scène, est-ce que tu écris déjà en pensant à l'espace, au corps et au rythme, ou c'est l'inverse ? Pour ce deuxième spectacle, j'ai en effet un peu changé ma manière de voir les choses, dans le sens où sur le premier spectacle, j'avais quand même beaucoup la mise en scène dans ma tête dès l'écriture. La discussion de la mise en scène faisait pleinement partie de nos discussions pendant l'écriture. Et là, avec Sian, on s'est un peu imposé comme contrainte de voir la création vraiment en 2 étapes, et donc de se concentrer sur le texte pendant un peu plus d'1 an et demi, et ensuite qu'on ait fini le texte, on ait mis le point final, que moi j'ouvre la phase de mise en scène, et donc j'imagine, je m'empare de ce texte comme si finalement c'était pas moi qui l'avais écrit, et que je mets ma casquette de metteur en scène, et je me demande comment mettre en scène ce texte. Donc je l'ai vraiment imaginé en 2 phases, ce qui était passionnant d'ailleurs, je continuerai de faire comme ça.
Et est-ce que ce texte, il a changé au contact des acteurs et actrices ? La création, elle s'est fait un peu en 2 parties. On a 6 semaines de création pour ce spectacle. Donc la première partie, les 3 premières semaines, où le texte n'avait pas forcément sa version définitive, notamment pour la fin, où on n'était pas encore sûr de comment on allait finir le spectacle. Et Sian est venu voir quelques répétitions pendant ces 3 premières semaines. Et donc entre ces 3 premières semaines et les 3 dernières semaines, on a eu une phase de réécriture en fonction de ce qu'on avait vu, de comment le texte résonnait aussi dans la bouche des différents comédiens et comédiennes. Donc oui, la réponse est oui. Il a été influencé aussi par la rencontre du plateau. Pourquoi avoir choisi la chambre d'adolescente comme point d'ancrage spatial et symbolique ? Alors la chambre d'adolescente, plus précisément, en fait, la journaliste, c'est une jeune femme qui a plus ou moins 30 ans et qui est de retour chez ses parents dans sa chambre d'adolescente. Et c'est, je pense, un endroit, la chambre en particulier quand on est adolescent ou adolescente ou même enfant, où on va un peu rêver, s'inventer des histoires, jouer aussi à être une journaliste, à interviewer des stars ou à être soi-même la star qui est interviewée. Donc cette chambre... aussi un huis clos qui nous faisait penser au box de l'écurie de F1 où il se passe beaucoup de secrets, des secrets techniques mais aussi des secrets, notamment le premier 94, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais il y a sans doute eu des secrets du côté de l'écurie Williams-Renault sur comment avait été peut-être fabriquée la voiture. Donc cet espace de la chambre comme un espace intime de la journaliste, c'était pour nous un espace super intéressant et super inspirant. Et il y a aussi le fait que l'accident d'Ayrton Senna, la mort de Ayrton Senna, beaucoup plus que la mort de Ratzenberger, qui était un autre pilote qui est décédé la veille, et qui n'a fait pratiquement pas de bruit. La mort d'Ayrton Senna a provoqué une déferlante médiatique, mais aussi vraiment des fans. Les fans d'Ayrton Senna ont pleuré. Quand on vous dit pleurer, c'est pleurer littéralement sur la tombe de ce mythe, de ce héros, pendant des jours, et puis encore aujourd'hui, on le pleure, on fête son anniversaire de sa mort. Et ça montre aussi que ces personnes-là ont perdu quelqu'un de très important. Nous, on l'a pas vécu, donc on ne sait pas, mais on sent que dans la parole des fans, il y a un deuil réel qui s'est créé d'une personne qu'ils ne connaissaient pas réellement en tout cas. Et pour des raisons qu'on ne comprend pas complètement parce que autant il y a eu un procès, autant il y a des interrogations techniques sur ce qui s'est passé réellement. En fait, c'est vraiment un accident. Multifactoriel, mais c'est un accident. Et il y a un isolement qui se crée derrière. On n'a pas de réponse et on a perdu notre idole. Et la chambre, ça permet de créer comme tu disais, Juliette, un espèce de huis clos autour de la journaliste qui est seule dans son deuil. Parce qu'elle traverse son deuil à travers un écran d'ordinateur, puisqu'elle fait des recherches sur une figure qui a disparu. Donc, il n'y a que l'archive pour l'aider. Et l'archive, aujourd'hui, on la trouve surtout sur Internet. Et cet isolement-là est un peu une allégorie de ce que c'est aussi le deuil lointain ou proche de cette personne qui était à la fois inconnue et à la fois incroyablement universelle. Et cette journaliste, justement, est-ce qu'elle enquête uniquement ou il y a autre chose à comprendre ? Elle enquête sur quelque chose qui est déjà réglé. On a tout ce qu'il nous faut, mis à part ces histoires d'interrogations techniques dont on n'aura sans doute jamais les réponses. Elle enquête sur quelque chose qui a été maintes fois raconté, mis à plat, diagnostiqué, décortiqué, mais à un point dans toutes les couches de la société, que ce soit dans un tribunal, que ce soit par des experts ingénieurs, que ce soit par les médias, qui savent très bien faire des enquêtes, tout le monde a eu un mot à dire sur cette histoire. Donc si on prend le mot enquête, on peut mettre entre parenthèses le préfixe EN. On peut juste prendre la quête. Parce que dans cette traversée de la journaliste, du début à la fin de la pièce, elle enquête sur quelque chose qui est déjà réglé. Du coup, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait avec cette histoire, mais elle-même ne le sait pas. Elle plonge dans une image, dans une iconographie, peut-être un petit peu idyllique parce que quand on ferme les yeux pour n'être que dans son imaginaire, on a moins de problèmes pendant un temps. Et elle plonge et elle cherche quelque chose dont elle n'aura ni la réponse ni réellement la question qui la motive. Donc oui, il y a sans doute quelque chose d'autre à voir avec cette figure. Pourquoi tomber en amour, dans tous les sens du terme, avec une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, qu'elle ne verra jamais et qui est morte et enterrée depuis plus de 30 ans ? Le personnage de la journaliste regarde en boucle les dernières secondes d'Ivy Queen. Est-ce une critique de notre rapport contemporain aux images ?
Une critique, je sais pas. Je pense qu'on a dû s'inspirer aussi de nous, notre rapport aux images et comment on a pu un peu devenir aussi obsédé par cette cassette TF1 à regarder en fait cet accident, l'accident d'Ayrton Senna en boucle. Il y a quelque chose il y a de l'ordre du voyeurisme sûrement, de voir quelqu'un mourir en direct. C'est peut-être un peu honteux. Moi, quand je regardais, je me demandais si quelqu'un allait arriver et qu'on allait me voir en train de faire ça. Donc, je pense que on l'a mis dans le texte. Peut-être pour critiquer, mais sûrement aussi tout simplement parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Et donc c'était pour parler de nous aussi et de notre rapport un peu morbide en fait aux images sensationnelles. Votre compagnie Stadios, elle explore les axes théâtre-sport et théâtre-genre. Qu'est-ce que le sport révèle au théâtre ? Ce que le sport révèle au théâtre. C'est vrai que Shan et moi, depuis qu'on s'est rencontrés, on aime bien faire le lien entre le théâtre et le sport en comparant ce qui se passe en tribune, ce qui se passe dans le public, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe dans les vestiaires. Donc cette analogie-là, elle nous plaît, oui, d'un point de vue cathartique, de suivre une histoire, de ce qui va se passer, est-ce que mon équipe va gagner, voilà, les accidents, les fautes, les rebondissements, tout ça, c'est un ressort dramatique évident qu'on aime, je crois, déjà explorer et ça nous amuse d'écrire aussi du théâtre à partir de l'univers du sport. Et aujourd'hui, le sport, c'est sans doute ce qu'il y a de plus populaire en soi. C'est ce qui peut réunir des classes sociales complètement différentes dans un même espace et pendant ce temps-là, ne pas se poser la question de qui appartient à quelle classe sociale. Ça remplace ce qu'a été le théâtre à l'époque antique. Elle est bien lointaine, mais c'est un parallèle qu'on pourrait faire. Donc, en fait, c'est un sujet populaire. Et un exemple très concret, quand on parle d'Ayrton Senna, quand on dit qu'on écrit sur Ayrton Senna, on voit beaucoup d'émotions chez les gens à qui on en parle quand ils ont connu cette figure-là. Il y en a qu'on a rencontrés qui ont vu ce direct-là. Et on leur disait juste comme ça. On écrit autour de la figure d'Ayrton Senna, émotion instantanée. Donc amener du sport sur un plateau de théâtre, cet écart-là, en fait, il nous permet au contraire, ou justement, d'être encore plus théâtral. Tu as parlé de différentes classes sociales. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'âge. Le spectacle, il est accessible dès 10 ans. Comment est-ce qu'on conjugue l'exigence formelle et la transmission à plusieurs générations ? Je vais répondre très personnellement. Je ne sais pas si ce serait ta réponse, Shan, aussi, mais moi, dans le théâtre, ce que je préfère, et si je me souviens aussi de mon rapport au théâtre de quand j'étais plus petite ou quoi, c'était vraiment qu'on me raconte une histoire. Et on a essayé d'écrire une histoire. Ensuite, ce personnage à qui il arrive des choses, qui évoluent. Et je pense que si on se demande si une histoire est audible, qu'on peut la suivre, déjà, c'est une manière de rendre accessible son théâtre. Je parle vraiment à titre personnel parce qu'il y a plein de manières de faire du théâtre accessible pour plusieurs âges. Mais voilà, je pense qu'à 10 ans, si on vient voir Virage, on écoute une histoire et donc on est d'emblée actif dans son écoute. Je pense, j'espère. Un public jeune, ce serait le public le plus exigeant parce qu'il s'ennuie plus rapidement et qu'il le manifeste un peu plus qu'un public adulte qui est un peu plus patient par la force des choses. Donc c'est plutôt ce public-là qui nous permet d'être un thermomètre en fait pour nous, de savoir si la parole elle est accessible exactement comme Juliette, donc je suis plutôt très d'accord avec toi. Et par ailleurs, Juliette avec Stadios et moi aussi de mon côté, on anime énormément d'ateliers de théâtre ou d'écriture. Donc on a un rapport en fait à l'adolescence, parfois à l'enfance et aussi à un public adulte amateur. Et ça nous apprend à être clair et synthétique. Et peut-être que c'est pas une chose qu'on apprend dans les écoles de théâtre, j'en ai aucune idée. On vient pas d'école de théâtre, Juliette et moi, donc on est un peu plus autodidacte sur ce terrain-là. Mais par contre, notre exigence, c'est les gens qui sont devant nous et qui apprécient ou pas, de n'importe quel âge que ce soit. Donc l'exigence, elle vient de ce public-là, je crois. Et enfin, si on devait résumer Virage, non pas par son sujet, son scénario, mais par une ou plusieurs questions centrales, quelles seraient-elles ? Pourquoi la course continue malgré tout ? On peut la mettre dans n'importe quel monde, que ce soit qui a un rapport direct avec la Formule 1 ou que ce soit en rapport avec notre monde plus général. Pourquoi ça continue malgré la mort d'une personne, malgré la mort d'une autre personne ? Pourquoi malgré des énormes dommages collatéraux, on continue de faire ce qu'on fait ? Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir répondu à mes questions. Virage ne parle pas seulement de Formule 1, vous venez de l'entendre, il parle aussi de mémoire collective, d'images qui tournent en boucle, de notre rapport au risque, au spectacle, à la responsabilité. Il est à découvrir au Théâtre des Bains-Douches les 3, 4 et 5 mars à 20h dans le cadre du Festival Déviation, un spectacle accessible dès 10 ans et qui nous invite à prendre un virage dans notre manière de regarder
le monde. Merci les filles. Merci beaucoup. Merci.